Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour ce live sur l'accouchement physiologique et le vortex de la naissance avec Karine Langlois de Quantique Mama. Alors je suis vraiment honorée, Karine, de te recevoir parce que pour moi, tu révolutionnes au présent le monde des naissances et à plusieurs niveaux. Je l'ai vu auprès des sages-femmes qui accompagnent en ville, à domicile, mais aussi dans le milieu hospitalier, où avec ta préparation, la quantique à la naissance entre science et sacré, tu as donné au personnel soignant des vrais repères pour rentrer dans leur puissance à eux, qu'ils Mm. aient la bonne distance, qu'ils soient moins interventionnistes, mais ça leur a donné des vrais supports sur lesquels prendre appui pour faire ça. Et surtout, le principal, c'est que tu redonnes ce savoir aux femmes, aux mamans qui vont accoucher. Et mon Dieu, qu'il est précieux. Moi, j'en ai fait l'expérience pour mon premier accouchement. J'ai pas suivi ta préparation. Euh, et j'ai eu peur, j'ai appelé la sage-femme trop tôt. J'avais une mauvaise connaissance, en fait, de ce qui se passait physiologiquement, alors que même que j'étais médecin. Tu vois, c'est ça qui est marrant. Et je l'ai fait, ta préparation après, et qu'est-ce qu'elle m'a aidé, tu vois, pour être dans ma sécurité, pour savoir où j'en étais. Mm. Donc voilà, un grand merci à toi d'être là. Bienvenue. Merci. Merci pour cet accueil. Well, merci aux femmes qui enfantent l'humanité depuis le début des temps, parce que ce sont elles qui m'inspirent tout ce que je fais. Ce sont les familles qui m'inspirent, tu sais, ces questions, cette humilité aussi à toujours chercher, nourrir en soi en tant que sage-femme, médecin, infirmière, doula, personne qui accompagnons ces espaces-là tellement sacrés. Donc, voilà, merci aux femmes puis aux familles parce que ben, moi, je ne suis qu'une humble personne à travers toute cette grande œuvre divine qu'est la naissance, ce grand rite de passage qui qui change la vie, qui donne la vie, mais qui change nos vies aussi, hein, et Ouais. qui impacte, je crois, le reste de notre vie. On sait que, bon, bien sûr, j'imagine que dans les contextes d'Alzheimer, c'est différent, mais les femmes, même très, très âgées jusqu'à leur mort, se souviennent de comment elles ont enfanté. C'est quelque chose qui s'inscrit en nous et qui est indélébile, là. Ça s'en va pas. Alors c'est tellement important. On le réalise pas, je pense. Ouais. Et puis pour l'enfant aussi, c'est son empreinte de naissance avec laquelle il arrive sur Terre. Oui, puis c'est non seulement c'est son empreinte, mais c'est son histoire Ouais. de la venue au monde. Fait que tu sais, au-delà de ce concept d'empreinte dans son corps, dans sa psyché, tout ça, c'est aussi le récit qui va avoir la chance d'entendre ou pas, parce que ça devient un tabou ou quelque chose de honteux ou quelque chose de tellement traumatique qu'on n'en parle pas. Alors, dans les deux cas, tu sais, c'est quelque chose que l'enfant va porter. Et je pense que de plus en plus, on ose demander à nos mères, Hey, comment je suis née, tu sais? Puis c'est Mm. quoi mon histoire? Et je pense que dans ce nouveau paradigme, dans ce mouvement de conscience qu'on est en train de témoigner dans les dernières années et qui va pas arrêter, je pense, ben, tu sais, on réalise de plus en plus cet impact-là. Mm. On en parle de plus en plus, on le raconte à nos enfants. Nos enfants savent de plus en plus jeunes comment ils sont nés. Mm. Ouais. Donc, c'est important qu'on mette tout en place pour que ça se passe bien. Et oui, bien sûr. Bien sûr, on contrôle pas la vie, hein. Shit happen. Il y en a un Mais contrôle pas Dame Nature. ben c'est ça, tu sais, mais en général, la naissance, quand on la dérange pas, Mm. ça se passe assez bien. Je suis pas en train de dire que ça fait pas mal ou que c'est pas intense, mais ça a lieu, tout simplement.
Hmm. Oui, merci pour ce rappel que, en fait, on est fait pour faire ça, pour enfanter et qu'on le fait depuis la nuit des temps. J'ai envie de t'inviter à prendre 3 respirations avec moi, celles qui nous regardent en replay aussi, en direct, Mhm. juste pour venir se déposer dans notre corps, dans le moment. Et on peut inspirer et simplement à l'expiration, on laisse partir ce dont on n'a plus besoin et autoriser le corps à se détendre, des mâchoires, des épaules jusqu'au périnée. Alors, Karine, est-ce que tu veux nous partager qu'est-ce qui, dans ton parcours de sage-femme, mais aussi de maman, puisque tu as enfanté 4 fois, Ouais. euh, t'a amené à la compréhension de ce qui se passe pendant un accouchement physiologique? Hmm. Ah. Ben, écoute, hey, c'est une question très large là, que tu me poses. Qu'est-ce qui m'a amené là? Je te dirais, la réponse est simple, c'est mon premier enfantement, ça c'est clair. Euh, Parce que, bon, j'ai eu mon premier enfant à 21 ans, j'étais la première de mes amies à enfanter. Dès le moment où j'ai su que j'étais enceinte, que j'allais enfanter, je savais que je voulais que ce soit naturel. Je voulais accoucher avec des sages-femmes. Malheureusement, j'ai pas pu parce que à l'époque, on remonte aux années 2000. Je pense que dans tout le Québec, il y avait 30 sages-femmes qui pratiquaient. Donc, on était vraiment au début de cette légalisation parce que nous, ici au Québec, on a vraiment eu dans notre histoire l'éradication des sages-femmes. Puis, bien sûr, il y a toujours eu des sages-femmes underground, comme on dit, mais il y en a qui ont resté, qui se sont battues. Puis, les femmes, les familles avec ces sages-femmes-là ont réclamé le retour des sages-femmes. Et la loi sur les sages-femmes est apparue en 99. Donc, on s'entend qu'en 2000, il y avait encore très peu de sages-femmes et encore aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais il y en a pas assez. Donc, j'ai pas eu de sage-femme, mais cela dit, j'avais cette conviction que j'étais capable. Je sais pas d'où ça vient. C'était pas quelque chose, un grand sujet dans ma vie, les accouchements à 20 ans, en 2000. C'était inscrit en moi, faut croire. Ma grand-mère avait eu 13 enfants. Ma mère m'avait toujours dit que ben, ma naissance était assez terrible, là. C'était vraiment pas le fun pour elle ni pour moi, mais elle avait jamais démonisé ça, tu sais. Et voilà, je suis allée à l'accouchement bien naïve et bien sûr, j'ai pogné un nœud, comme on dit ici. J'ai accouché, ça s'est bien passé. Mon bébé est né en 4 heures. Mais j'ai vraiment pogné un nœud. Et il est né naturellement, j'ai failli l'avoir tout seul. J'étais tellement partie dans le vortex que je comprendrai des années plus tard, mais que j'avais oublié que je devais aller à l'hôpital. Tu sais. Donc, on est arrivé, puis mon bébé est né. Tu sais, le placenta était sorti, bébé placenta dans l'heure qui suit. Donc, tu sais, j'ai pas eu la chance d'avoir la péridurale, mais je vous dis que dans le peu de temps que j'étais là, il y a un moment donné où je la voulais et il était trop tard. Alors, j'étais protégée, j'étais bien guidée. C'était pas écrit pour moi que j'allais avoir l'épidurale. J'ai eu mon bébé, j'ai eu toutes les hormones, j'ai eu le high et quand j'ai touché à ça, j'ai fait oh wow, mais quelle drogue incroyable. Je veux faire ça toute ma vie. Et donc, c'est devenu une passion. Bien sûr, 1 + 1 a égalé pour moi que je vais pas avoir des bébés à chaque année dans ma vie, donc je vais devenir sage-femme. Et c'est là que c'est devenu une passion. Puis, je suis devenue doula en premier parce que je voulais être présente pour mon fils. Après ça, j'ai eu ma fille. Mais entre-temps, rapidement, je suis devenue apprentie d'une sage-femme traditionnelle. Éventuellement, j'étais allée au bac. Et chapeau au, au bac à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour le programme Sage-Femme qu'ils offrent. C'est un programme extraordinaire, axé sur la physiologie. On est exposé à des accouchements physiologiques et bien sûr, on est formé
à tous les facteurs de risque et à la pathologie. Tu sais, diagnostiquer la pathologie, on s'en occupe pas, mais tu sais, il y a beaucoup cette emphase-là, on n'y échappe pas. Il y a beaucoup cette médicalisation-là, on n'y échappe pas. Mais cela dit, je pense que la formation des sages-femmes québécoises, elle est extraordinaire. Je me sens très privilégiée d'avoir eu cette formation et donc j'ai été exposée à des naissances physiologiques. Et donc oui, j'ai étudié, oui, j'ai lu plein de livres, oui, je suis une passionnée, mais je dois dire que ce qui m'a le plus inspiré, ce respect de la naissance, c'est vraiment de voir les femmes enfanter, de les voir dans leur puissance, de voir les hommes croire en leurs femmes quand moi, parfois, j'y croyais plus. Hmm. Puis de m'accrocher à ces hommes-là pour y croire à nouveau. C'est de là que ça vient, la source de cette flamme qui m'anime encore, tu sais, 23 ans plus tard. Et c'est ça, c'est là que je me raccroche toujours, tu sais, c'est à ces espaces de la nuit, du matin, du jour, où les femmes, dans toute leur puissance, se laissent être cracked open Hmm. et se laissent traverser par un humain, un petit humain qui se met au monde. C'est débile mental, c'est incroyable. À chaque fois, je suis comme, mais ça marche? Ça marche encore? Mais ça marche pour vrai? Hmm. Tu sais combien de fois que on n'y croyait plus, puis ça a marché? Hmm. Puis, donc, oui, c'est ça qui m'anime. Hmm. Ah, merci, c'est beau comment tu la racontes de Je tout. sais pas si j'ai répondu à ta question, Si, mais si, bien sûr. je me C'est le souviens mot. même plus de ta question, tu sais. Alors, c'était qu'est-ce qui t'a amené à vraiment, tu sais, voir ce vortex de la naissance, avoir cette compréhension? Ah, OK. Qu'est-ce qui m'a amené à voir le vortex? Bon, là, il faut que je dise que j'ai eu un autre enfant après mon premier fils, Evan, et là, j'avais 24 ans cette fois-là, puis j'ai accouché à 42 semaines pile, la veille d'être induite à l'hôpital, et ça, c'était en 2004. Et cette fois-là, j'ai eu un accouchement orgasmique, hein. Mhm. À une époque où on ne parlait pas d'accouchement orgasmique. Le film Orgasmic Birth est sorti dans ces années-là, quelques années plus tard. Et moi, je me souviens d'accoucher et de faire, j'ai pas eu mal. Ouais. Oh my God, c'était comme un orgasme dans tout mon corps. Et tout le long de l'accouchement, j'étais comme, oui, miam, oh, oui, oui. Je m'étais tellement dit, il faut juste que je dise oui, que j'ai dit oui, puis j'ai convaincu mon corps que j'étais en train de faire l'amour avec la plus belle chose au monde, tu sais, ce qui est Ouais. le cas. Et j'ai eu un orgasme. Et donc, ça, mais c'est pas là que le vortex est arrivé. Le vortex est arrivé 8 ans après cet accouchement-là, quand j'ai accouché de ma fille Emma. Mhm. Et Emma, c'est mon enfant, tu sais, on a tout un enfant dans une famille. Quand t'en as plusieurs, à un moment donné, t'as un enfant un peu qui te challenge, hein? Et Emma, c'est mon enfant qui me challenge, qui nous challenge encore aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu, ça fait partie de sa mission de vie. Elle, elle est née en 1h45. Ah oui. Elle est née rapidement, hein? Ouais. Et tu sais, il y a des gens qui peut-être diraient, oh la chance. Moi, je dis, oh la merde, hein? Mhm. Vraiment, 1h45, c'est d'une violence. Mhm. C'était en plus, je pense qu'elle serait peut-être née en 15 minutes, mais elle est née en 1h45 avec une tête complètement défléchie à 5 litres. Donc ça, pour les gens qui savent pas, c'est que elle n'était pas dans une flexion optimale, ce qui a fait que ça a été plus long que ça aurait pu être si elle avait été dans sa flexion optimale. Probablement, elle me serait tombée dans les mains en deux, trois contractions, puis ça aurait fini là. Mais bref, ce que ça m'a amené, cet accouchement-là, parce que on comprend que j'étais dans cette espèce de d'arrogance, j'oserais dire, que j'allais encore avoir un accouchement orgasmique. Mhm. Alors là, j'ai pogné un nœud.
un autre claque d'en face. Humilité 101. On ne peut pas chercher l'orgasme en accouchant. C'est quelque chose qui arrive. Hein, quand on s'abandonne, tout ça, si on le cherche, on n'aura pas d'orgasme. Et donc, non seulement j'ai pas eu d'orgasme, mais j'ai vraiment eu terriblement mal. C'était très rapide et en même temps, c'était d'une éternité interminable parce que j'étais sur un plateau pendant longtemps où la douleur dans mon bassin était telle que je pensais avoir une césarienne. Et à un moment donné, j'ai demandé à ma collègue qui était là, qui est une amie, qui était ma sage-femme, euh, j'ai dit, il faut que tu examines, il y a quelque chose qui va pas, je le sens, il y a quelque chose qui va pas, ça y va pas, tu sais, ça marche pas, ça marche pas. Et elle m'examine, puis elle me dit, ben écoute, elle dit, t'es dilatée à 6. Donc déjà là, moi, tu sais, bon, mettre des chiffres sur l'accouchement, on pourrait en parler pendant toute une heure aussi, mais on est dans ce paradigme-là. Mais moi, je me sentais ouverte à 14 là, tu comprends? Oui. Fait que déjà, l'information, t'es à 6. Ouais. J'étais très en colère. Et là, elle me dit, et ton bébé est complètement défléchi à 5 litres. Donc ça veut dire qu'au lieu d'être comme ça, le bébé, il est comme Hum. ça, tu sais. Et là, moi, je repense, je suis sage-femme, tu sais. Je repense à toutes ces naissances où le bébé est à 5 litres défléchi, où ça a pris 50 heures, puis que ça a fini en césarienne. Et je me dis, putain, ça y est, je vais peut-être avoir une césarienne, tu sais. Hum. Je vais peut-être demander un transfert, je vais peut-être demander une péridurale. Et là, je suis comme, waouh, chapeau, tu sais, la sage-femme qui accouche dans sa piscine, dans son salon, hein? Comme chapeau. Et là, c'est le moment eureka de ma vie. Ce qui a fait naître, je dirais, le vortex, c'est que là, je me suis vue devant un Y. Là, il y a la panique. Il y a la panique, il y a je m'en vais à l'hôpital, il y a le transfert, il y a la péridurale, il y a la césarienne peut-être. Et là, il y a l'inconnu. Hum. Je ne sais pas ce qui se passe. Et j'ai décidé d'aller par là. Et là, je me suis laissée fragmenter. Donc, c'est de là que vient l'étape de la fragmentation, que en France, vous appelez la phase de désespérance. Hum. Ici, au Québec, on l'appelle la phase de transition, pas juste au Québec, en Amérique du Nord. Je me suis laissée fragmenter. Je me suis laissée mourir. Et c'est vraiment à ce moment-là que je suis passée d'une douleur à 300 sur 100 à plus aucune douleur, une décorporation, Hum. expérience complètement psychédélique. Hum. Et je me suis retrouvée dans le cosmos, à flotter dans le cosmos à travers les étoiles, comme une petite fusée décorporée de son corps. Et là, j'ai vu la lune. Et ma fille Emma, elle est née sur le premier croissant de lune. Hum. Et elle était assise là. Puis elle a 5 ans. Et là, Hum. je l'ai vue. Puis là, je l'ai trouvée. Et c'est comme si j'ai cueilli mon bébé. Puis là, je suis revenue dans mon corps. Ça a fait vraiment fait comme quoi? Et ça a fait ah! Puis elle a couronné et elle est née, tu sais. Yes. Et donc, entre ce moment où j'aurais pu paniquer puis accoucher pendant encore 40 heures ou finir en césarienne, et ce moment-là, ben, il y a eu 20 minutes. Hum. Donc, et mon bébé est né, tu sais. Et après ça, j'ai mis du temps à tisser tout ça, parce que j'étais comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était donc ben violent, puis à la fois, c'était donc ben psychédélique. Et tu sais, moi, j'ai des antécédents là, avec les psychédéliques quand j'étais adolescente, tout ça. J'ai des, je dis souvent que ça m'a sauvé la vie, ça m'a illuminée. Tu sais, j'en ai fait un petit peu. Puis là, je suis devenue qui je suis devenue parce qu'avant ça, j'étais dans une errance avec une famille que je comprenais pas. Puis là, j'ai découvert que j'avais le droit d'être le mouton noir de ma lignée, puis que j'étais venue pour guérir, tout ça, tu sais, à un très jeune âge. Et du coup, j'ai arrêté toutes les drogues très jeune.
Mais j'ai eu mon initiation. Et là, c'était comme, ah, mais je comprends pourquoi j'aime autant la naissance. C'est que c'est comme une drogue au naturel. Et ben voilà où est venu le vortex de la naissance parce que 7 mois plus tard, je suis allée dans un festival à San Francisco avec mon bébé et j'ai rencontré Wapio qui, elle, tu sais, parlait des états modifiés de conscience, donc tous ces états modifiés qu'on traverse quand on enfante. Elle décrivait la montagne, tout ça. Et moi, j'étais comme, ah, la montagne, ça me parle pas tant que ça. Puis à un moment donné, j'ai fait, ah, mais c'est un vortex. On est amené dans un ailleurs d'où on revient mère. Et c'est dans cet ailleurs qu'on va télécharger nos bébés. Et là, ça paraît super perché, mais non, mais ma foi, faut déjà avoir enfanté pour comprendre que sortir un bébé par son propre vagin, un petit trou gros de même, c'est quand même assez perché, là, comme concept, tu sais. Fait que, oui, c'est biomécanique, mais ça se fait pas juste avec notre corps, là, ça se fait avec la magie, un petit peu tout ça. Fait que, tu sais, et donc, moi, c'est cette explication-là de la magie que j'avais pas eue dans ma formation et que je témoignais constamment, mais que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et quand j'ai rencontré Wapio qui parlait de ces états modifiés, c'est là que j'ai été inspirée par ce contexte du vortex. Puis, tu sais, on part de cette réalité ordinaire, de qui on est jusqu'à maintenant. Et quand c'est notre moment, ben ça se prépare. Puis là, tout doucement, on embarque. Puis, tu sais, vers la fin de grossesse, on commence à être altéré un peu plus dans la lune. Tu le sais, là, ce regard vitreux des femmes, quand elles arrivent dans notre bureau, on se oh boy, elle a l'air complètement buzzée. Elle a comme un voile devant ses yeux, tu sais, c'est comme si elle venait de se fumer un gros pétard, là. Mais non, elle est juste en fin de grossesse en train d'embarquer dans son vortex. Mm. Et là, le vortex, à un moment donné, ben, quand les astres sont alignés, se lève. Et là, elle part. Puis oui, tu sais, elle a la latence, la phase active, la phase de désespérance, la poussée. Elle les a, là, ces trucs-là super bêta expliqués par le concept plus médical. Mais ce qu'on voit, nous, là, quand on fait juste protéger l'espace, puis porter cet espace-là, c'est que cette femme-là, elle vit un rite de passage, là. C'est chamanique, là, l'accouchement. Tu sais, c'est la drogue la plus puissante sur Terre qu'on va expérimenter, nous, les femmes, tu sais. Et, euh, et tu sais, juste en confidence, bon, comme tu sais, puis peut-être que certaines personnes le savent, on a perdu un enfant en 2000, mon fils, mon premier fils, Sévan, qui allait avoir 19 ans. Et à un moment donné, dans le deuil, ça fait 5 ans cette année, moi, j'allais vraiment pas bien, autour des 2 ans. Et je suis allée voir des couronnes d'héros du Pérou qui m'ont servi de l'ayahuasca. Mhm. Et, et ça m'a sauvé la vie dans mon deuil. Parce qu'avant ça, j'étais limite suicidaire, je savais pas comment j'allais vivre. Et après ça, j'ai choisi de vivre. Et donc, et là, je suis pas en train d'encourager tout le monde à aller faire de l'ayahuasca n'importe comment, là, tu sais. Je l'ai fait de façon très, très sécuritaire, avec des gens super bien formés dans un contexte hyper safe, tu sais. Moi, j'étais terrifiée d'aller là. Mais c'était comme, soit je vais mourir, ou soit je m'en vais me faire traiter avec les chamans, ou soit je m'en vais en psychiatrie, et la psychiatrie, ça me tentait pas. Donc, je suis allée voir les chamans. D'accord. Mais juste pour dire que l'ayahuasca, c'est une substance extrêmement puissante. Et bien sûr, j'ai pogné un nœud dans mon truc, puis je vais pas tout vous raconter parce que ça m'appartient, mais ce qui m'a aidé à survivre à ce traitement-là, je dirais, c'est le fait que j'avais déjà accouché et le Mhm. fait que j'avais ce concept du vortex. Parce que j'étais capable de dire, OK, là, je suis en train d'embarquer. OK, là, je suis entre les mondes, puis c'est encore facile.
Là, oh my God, là, c'est le moment où je suis fragmentée, puis il faut que j'accepte de mourir. Puis là, oh my God, je veux pas mourir, puis je veux pas mourir. Et j'ai résisté, et tant que j'ai résisté, ça a été dur jusqu'à temps que j'accepte de mourir. Et Hmm. c'est là que le rite de passage a lieu. Et là, après, quand tu reviens, c'est là que là, OK, je l'ai faite. Hmm. Et pour moi, c'était ça que j'avais pas eu comme outil pour les familles quand je les aidais à se préparer. Parce qu'à l'école, on m'avait formé seulement à expliquer ton col va dilater jusqu'à 10. À un moment donné, ça va être la poussée. Tu vas pousser ton bébé, puis après ça, le placenta va sortir. Hmm. Après ça, on va sortir ton placenta. Tu sais, c'était un peu c'est le Hmm. paradigme actuel de notre ère moderne. Et OK, fine, mais ça parle pas aux femmes, ça. Les femmes, ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est My God, je sais que ça va être big. Je suis terrifiée. Je veux pas la péridurale, mais j'ai la chienne. Là, ce que tu m'expliques, c'est bien beau, je le comprends, mais peux-tu me donner des outils pour naviguer là, cette affaire-là, puis pas faire un bad trip, tu sais? Ouais. Parce que je sais pas ce qui m'attend. Puis encore là, même quand on explique tout ça, tu sais, moi je le dis dans ma préparation, que j'ai d'ailleurs réédité après quelques années. Euh, en 2024, là, je l'ai sorti en 2024. Et je le dis à la dernière vidéo, maintenant c'est le temps de tout oublier, Hmm. puis de faire confiance parce que même si vous avez tout écouté puis que vous comprenez tout ça, c'est impossible d'avoir vraiment les mots qui vont vous faire comprendre puis qui vont vous faire sentir Hmm. que vous comprenez tout d'avance. On peut pas comprendre tout d'avance. Tu sais, c'est comme, faut y aller. C'est le propre d'un rite de passage. Mais quand même, je pense que le concept du vortex à naissance, pour moi, j'ose croire, et c'est ce que je constate dans ma communauté, ça donne quand même des pistes supplémentaires. Ouais, ça donne des pistes qui sont précieuses. En tout cas, moi, dans mon expérience, si tu veux mon retour, tu l'as très bien décrit. À un moment donné, toi, tu avais un Y. Soit tu es Ouais, plongé dans la peur, soit tu as accepté d'aller dans l'inconnu. Et c'est à partir de là que tu as eu cette expérience du vortex. Et ouais, ben, moi, c'est ça. À chaque fois que je commençais à partir dans la peur, ce savoir-là, d'avoir pu brancher avec cette connaissance-là avant, ça m'a facilité le choix de revenir dans l'expérience. Et moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, même pour les soignants qui accompagnent aussi, ça les aide à sortir de la peur ouais, parce qu'on a un truc sur lequel un peu prendre appui et se rebrancher au sacré, en fait, de cette expérience. ouais. Ouais, donc moi, j'ai vraiment trouvé ça précieux. Donc là, tu as parlé de ta préparation virtuelle à la naissance. Est-ce que tu pourras peut-être mettre le lien en commentaire en dessous de la vidéo ou tu me l'envoies et je le mettrai pour les femmes que ça intéresse? De l'envoyer. Ouais, Ouais, puis ouais. ouais, Ouais, super. ben sinon, tu sais, quantiquemaman.com, QUANTIK, Ok. MAMA.com. Super. Puis, facile à trouver. Mais, ouais, c'est ça, c'était ça le but de la prépa. C'était vraiment d'offrir des codes de plus que les codes qu'on a actuellement. Ouais, Puis puis j'ai trouvé que, ça j'avoue que, merveilleux, moi, parce que tu fais vraiment ce pont avec la science, avec nos connaissances actuelles, avec ouais, peut-être effectivement la dilatation du col, même si ça n'a pas tant de sens que ça, mais ce qui se passe aussi sur le plan osseux, sur le plan hormonal, physiologique, et comment ça s'articule avec notre état de conscience ouais, émotionnel. Euh, ouais. et c'est ça qui est vraiment précieux, en fait. Mais tu sais, le col, il se dilate, là. C'est pas de dire que c'est pas important, tu sais, puis tout ça. Puis ça peut, je veux dire, dans certains contextes d'accouchement, comme je l'ai raconté pour ma troisième, pour moi, fallait que je sache qu'est-ce qui se passait. Puis je le vois, tu sais, je travaille avec des femmes qui, a priori, on va pas examiner en travail. Mm. Mais, je m'excuse. Mais parfois, l'accouchement se dévoile d'une façon où c'est difficile et elles vont me demander un examen. Puis on va faire un examen, puis on va dire, ben écoute, selon ce que je vois, tu sais, t'es dilaté à temps ou ton col est comme ça.
Et oui, c'est un outil qu'on a, mais moi, ce que je critique de cet outil-là, c'est que on s'appuie à ce point dessus sans toutes les possibilités qu'un examen vaginal peut nous offrir. Mm. Parce que je pense que la révolution va arriver le jour où on va être capable de faire un examen vaginal avec un plein consentement, puis une collaboration avec la femme, donc déjà en partant. Et, euh, et c'est pas supposé faire mal. Et, tu sais, d'être capable de dire, tu sais, moi, quand je fais un examen, par exemple, tu sais, je vais prendre le temps, puis je vais laisser mes doigts, puis on va se parler. C'est comme, OK, là, parlons de ton col. Là, ici, il y a une rigidité. Donc, il y a une rigidité quelque part à laisser aller, pas juste dans ton col. Fait que, essaye d'aller là-dedans. Qu'est-ce que si j'appuie là, qu'est-ce qui monte en toi somatiquement? Mm. Vas-y, respire là-dedans avec ta contraction, puis essaye d'aller trouver la médecine de ça, d'aller libérer ça. Fait que, tu sais, on peut dire, ben, t'es à 4 centimètres, mais c'est comme, OK, dans ton cœur, là, Mm. t'es rendu là dans cette dilatation, puis là, il reste toute cette dilatation-là à faire. Fait que, t'es-tu capable d'y aller, puis de laisser ton cœur, puis ta psyché, puis ton spirit dilater davantage? Parce qu'il y a quelque chose qui retient que moi, je ne peux pas t'expliquer. Même si je peux te dire, ah, ton bébé, il est pas tout à fait bien fléchi. Mm. Mais c'est tout relié. Fait que, tu sais, moi, ce que je propose dans mon séminaire L'approche quantique de la naissance, tu sais, parce qu'il est plus destiné aux professionnels, c'est vraiment de réécrire ce concept-là de la dilatation cervicale en impliquant cette dilatation du cœur, de la psyché, de l'espace, du cosmos en entier. Fait que, tu sais, c'est pas de dire faut jamais faire d'examen, puis c'est de la bullshit, puis, tu sais, on est dans le champ, puis tout ça. Non, ça rassure. On a un corps physique. On a besoin des messages de notre corps, des informations de notre corps. La naissance, c'est biomécanique. Le bébé, il va pas sortir si le col, il est pas tout ouvert. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que un bébé de 5 livres et demi, là, ça fait 2,5 kilos, là, 2,7 kilos, je sais pas, a pas besoin d'un col qui va s'ouvrir jusqu'au même 10 centimètres qu'un bébé de 4,5 kilos. Fait que ça aussi, tu sais, c'est un concept qui est comme quand on fait l'examen, qu'on regarde est-ce qu'il reste du col, c'est plus ça le concept, c'est est-ce qu'il reste du col pour que le bébé passe parce que je veux dire, le bébé de 5 kilos, il a besoin, si on met des chiffres d'une dilatation à 13 là, tu sais, peut-être. Peut-être pas, là, mais je veux Ouais, dire, comme tu c'est l'as dit tout à l'heure, ça fait pas beaucoup de sens quand la sage-femme, elle t'a dit t'es à 6, mais en fait, 20 minutes après, t'as couché. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi pour ma deuxième. On m'a dit t'es à 5. Je me suis décomposée et en fait, 10 minutes après, elle était là, quoi. Il n'y a pas de valeur. Mais j'adore ce que mais c'est que tu te sois décomposé qui te fait dilater. Fait que, tu sais, comme, est-ce que t'aurais pas eu l'examen puis qu'elle t'aurait pas dit ça? Tu sais, il y a quelque chose, tu sais, oui, on peut critiquer ça, mais en même temps, tu le dis, je me suis décomposée. Ah Mais tu ouais. t'es fragmenté. T'as Hmm. été fragmenté. Ben, oh my God! Puis là, toute lâche. Puis là, ton bébé naît, tu sais. Ouais, c'est Fait vrai. que comment on peut aider les femmes à revenir dans cette permission de tout lâcher? Tu sais, c'est ça. Parce qu'on est tellement programmé à se contenir, à se cacher, à pas trop crier, à pas trop parler. Fait que là, quand on s'en va accoucher, là, il n'y a plus rien de ça qui tient. Sauf que si la femme, elle se retient, puis elle y va pas, ben oui, ça se peut qu'elle ait besoin d'une césarienne, tu sais. Hmm. Et j'ai trouvé ça merveilleux ce que tu as partagé pendant le toucher vaginal de devenir en fait ce vrai point d'appui, tu vois, corporel pour que la femme elle puisse connecter aussi à cet endroit-là et ressentir en elle qu'est-ce que c'est Oui. qu'elle a besoin, c'est où l'endroit. Ça c'est waouh, si tous les touchés étaient pratiqués comme ça, mais c'est merveilleux, tellement précieux ça. Mais je comprends même pas comment ça se fait que c'est pas déjà comme ça. Je suis comme, hey, on est encore vraiment arriéré, là. Mais parce que combien de femmes, moi, j'ai mis mes doigts, puis,
tu sais, moi, c'est comme, j'en fais presque pas des touchés. Mais quand j'en fais, ben, c'est un rendez-vous, là. On fait une date, tu sais. C'est comme, je vais rester là, puis combien de femmes, tu sais, j'étais comme ça, appuyée, là, tu sais, comme sur le lit ou entre les jambes, puis là, je reste mes doigts, puis on a les yeux fermés, puis on est en connexion, puis c'est comme, OK, ici, là, puis OK, si je reste pour la prochaine contraction, tu sais. Ah oui, reste, reste. Puis tu sais, c'est les femmes qui viennent parfois même à te supplier de rester, puis là, c'est comme, OK, là, la prochaine, là, tu la prends, puis tu la respires. Puis là, elle le fait, puis je suis comme, oui, c'est ça. Quand tu fais ça, ton col y ouvre. Non, quand tu fais ça, ça fait rien. Mais Mm. quand tu fais ça, ça fait là. Puis là, bang, 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 puis là, le bébé naît, tu sais. Mm. Combien? J'en ai plein. Puis si on parle à des sages-femmes, on est plein de sages-femmes à avoir des histoires comme ça. Ça fait partie de notre quotidien de travail, tu sais, de nos nuits, de nos jours. Parce que c'est comme ça, à mon avis, qui est la façon la plus humaine et pratique d'utiliser le toucher. C'est un art, c'est un privilège de mettre nos doigts dans le portail, le sanctuaire sacré des femmes qui enfantent l'humanité. Fait que faisons-le comme il faut, pas juste un petit pep pep, oh, vous êtes à quatre, madame, puis ça va être encore long, puis, Mm. tu sais, ben non, c'est bien plus grand que ça. Est-ce que tu veux nous partager, tu nous l'as un peu dit, mais dans ta communauté, est-ce que tu as eu des retours de mamans de qu'est-ce que ça leur a apporté dans leur enfantement et peut-être même dans leur vie, cette expérience du vortex, cette connaissance du vortex au travers de tes préparations? Mais je reçois presque à tous les jours des messages, ou en tout cas un jour sur deux, des messages de mamans qui, tu sais, qui ont fait mes prépas, puis qui ont eu leur bel accouchement, ou peut-être pas, mais que quand même, ça les a aidés à accepter ce qui a eu lieu. Et moi, ce que je constate, c'est que, mais déjà, c'est un bon départ, c'est d'avoir un enfantement comme ça. Parce que devenir mère, c'est une entropie totale de notre identité. On n'est plus jamais la même personne de l'autre côté. OK? Qu'on le veuille ou pas, qu'on pense tout contrôler ou pas, qu'on aille une césarienne programmée ou un accouchement de 30 heures à la maison, on va y passer pareil. Devenir mère, c'est fucking intense, c'est challengeant, c'est un processus d'humilité totale, ça nous cracked open. Et donc, pour moi, et ce que je constate, c'est que quand on a cet enfantement, j'oserais dire optimal, ce que la sage-femme et docteur Kathleen Fahy, qui vient d'Australie, appelle le Genius Birth. C'est une femme extraordinaire. Elle a révolutionné le troisième stade de l'accouchement par ses études sur ce stade-là de la naissance. Mais elle parle d'un concept de genius birth, où la femme, quand elle reste souveraine et active dans les prises de décision tout au long du processus, même si au final elle a une césarienne, Oui. ben, elle va se sentir empuissancée. Parce que les femmes sont pas dupes, Mm. hein? On le sait, là, qu'on peut finir en césarienne, que notre bébé peut mourir. On n'est pas en train de dire qu'on accepte tout, là. Mais on le sait que ça peut chier. Sauf que si on reste impliqué dans les décisions tout au long, Mm. ben, même si notre bébé meurt, même si on perd notre utérus de l'autre bord, ben, on peut s'en sortir sans trauma nécessairement, parce qu'on comprend ce qui s'est passé et on a participé Mm. aux prises de décision. On ne sent pas qu'on nous a volé notre accouchement ou Mm. qu'on nous a imposé des choses qu'on voulait pas. Peut-être qu'on les voulait pas au départ, mais si en processus on a dit oui parce qu'on comprenait qu'on en avait besoin, ben c'est différent. Fait que moi je pense que c'est là que ça, de respecter la naissance, de vivre cette naissance dans son empuissancement, sa souveraineté, peu importe l'issue,
ben, c'est un bon départ dans notre nouvelle identité de mère, que ce soit notre premier, deuxième, sixième, dixième enfant. Ouais. Parce qu'à chaque fois, on recommence. À chaque fois, c'est une nouvelle entropie. On sait comment être une mère de trois enfants, mais quand t'en as quatre, il faut que tu apprennes à être une mère de quatre enfants. Tu sais, c'est la même affaire. Fait que d'avoir cet accouchement respecté, c'est, à mon avis, quelque chose qui va faciliter. Mm. Ça veut pas dire que tu feras pas de dépression, ça veut pas dire que tu vas pas te divorcer, ça veut pas dire que tu n'auras pas un trauma nécessairement tu sais, dans le chemin, mais c'est des facteurs facilitants. Après ça, bien sûr, il faut mettre en place des choses en postnatal. Ouais. Comme, c'est pour ça que j'ai fait ma préparation postnatale et aujourd'hui, j'aurais tellement plus de choses à dire. Fait que, tu sais, je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais le postnatal est tellement important et c'est un des grands maux de notre société moderne. Les nouvelles mères souffrent. On sait maintenant que la première cause de mort maternelle dans la première année, c'est le suicide. Et moi, je le vois et j'ai eu des accompagnements que j'ai faits dans la dernière année de mères extraordinaires qui avaient eu des beaux accouchements qui étaient suicidaires autour de 4, Mm. 5, 6 mois postnatal, qui sont vraiment les mois compliqués. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour mettre aussi en place des choses pour ça? Parce que, tu sais, je te parlais off mic tantôt de Oh my God, je suis inspirée de partager quelque chose, fait que je vais le dire, tu sais. Vas-y. Dans notre époque, je dirais comme ça, depuis plusieurs générations, on n'a plus de rite de passage. Et pour nous, les femmes, un des seuls rites de passage qui nous reste, vraiment, c'est la naissance, Mm. malheureusement. Et là, il y a quelque chose de beau qui est en train de se passer parce qu'on est en train de les ramener, ces rites-là. Donc, on parle maintenant, tu sais, des ménarches un peu plus. Mais ça commence là. Donc, tu sais, demandons-nous, c'était comment pour moi mes premières menstruations? Est-ce qu'il y avait de la honte? Est-ce que j'ai eu une claque d'en face? Tu sais, il y a des femmes de notre âge, je suis un petit peu plus vieille que toi, mais je veux dire, de notre génération, qui ont reçu une claque d'en face à leur première règle, parce que c'est la tradition, c'est comme tac, tu sais, Oui, voilà, c'est la honte. Tu sais, fait que, tu sais, oui, puis moi, je fais une claque d'en face, puis je te donne une claque d'en face, puis, tu sais, ou que c'est comme on n'en parle pas, puis les serviettes sont en dessous, puis, tu sais, on est pogné toute seule avec nos saignements abondants, nos douleurs, etc. On essaie d'aller à l'école, on a, tu sais, comme, maintenant, heureusement, on commence à en parler un peu plus. Mais nous, on a connu les publicités de protection hygiénique avec le liquide bleu. oui, Fait oui. que, faut comprendre que, tu sais, c'est pas ça l'histoire de l'humanité. Depuis toujours, les femmes, les hommes ont des rites de passage. Et nous, les femmes, ben, on a le rite de passage des ménages. Après ça, on a ceux de la maternité. Éventuellement, on a ceux de la ménopause, qui sont trois portails à l'ère moderne, extrêmement médicamentés, Mm. extrêmement médicalisés et extrêmement couverts de tabous et de non-dits. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment. On est en train de réclamer ça. Et là, moi, je suis dans ce portail de la périménopause. Je m'en vais vers ça, je le sens. Je vais avoir 46 ans cette année et ça s'est activé de façon très intense dans les derniers, je dirais, 9 à, peut-être 6 à 9 mois, OK? Et je réalise tout doucement depuis que j'ai 40 ans, mais rien à voir avec ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et la périménopause, c'est un portail qui dure en moyenne 15 ans. Donc, ce que je suis en train de réaliser, c'est que non seulement je vais parler de plus en plus de périménopause, préparez-vous, mais que ce sont ces portails-là et comment on a vécu ces portails-là qui nous préparent à ce portail ultime-là de la vie des femmes. Mm. Parce que c'est vraiment le portail ultime, ce moment-là de notre vie où
on commence à perdre de plus en plus de nos hormones sexuelles qui ont à peu près juste l'estrogène à elle-même 300 fonctions dans notre corps. Fait que là, imaginons on les perd, là, nous, là. C'est pas juste comme les hommes, la petite testostérone qui diminue pendant un an ou deux, puis bon, j'ai un petit peu de misère à bander, puis après ça revient. C'est réglé parce qu'il m'en reste, la testo. Mais nous, les femmes, là, on s'en va à zéro à peu près, là, tu sais, comme, il y en a plus à un moment donné. Fait que là, tout ça, là, c'est tout qu'un rite de passage qui dure plus que 3 4 heures, 15 heures, 20 heures, 30 heures quand on accouche. Sauf que le fait qu'on ait vécu nos portails d'enfantement, de maternité, de façon outillée et avec cette capacité à dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'exprimer que j'ai peur, je me sens seule, où sont mes sœurs? Ben, ça nous prépare à arriver à cet âge-là et de dire, sont où mes blood sisters, là? Mm. Qui vivent ça, là, puis qui sont en train de pleurer leurs rides, puis qui se demandent quoi faire avec leurs cheveux qui tombent, puis qui ont de la misère à dormir, puis qui ont de l'anxiété quand ils en ont jamais eu, sont où? Puis là, on peut-tu se réunir puis en parler parce que là, moi, j'ai envie de demander le divorce une semaine par mois, à chaque mois, tu sais, comme, après ça, je me dis une chance, je l'ai pas fait. Tu sais, comme, mais, le fait que on ait vécu ça nous prépare à ça. Et je Ouais, pense que c'est important qu'on le réalise, puis qu'on le réalise aussi pour nos filles. Et tu sais, le concept des sept feux qui est inspiré des Premières Nations, tu sais, on est une descendante des sept feux avant nous, les sept générations avant nous, mais on est aussi le premier feu des sept prochains, tu sais. ouais. Fait que tu sais, d'avoir de la compassion, de se dire, OK, je vais peut-être pas tout régler mes shit, puis je vais fucker mes enfants, moi aussi. Mais qu'est-ce que je peux faire de mieux, tu sais, qui va Ouais. avoir un impact sur les 7 prochains feux? En tout cas, grand sujet. Ouais. Merci de le rappeler. C'est tellement précieux, tous ces portails, effectivement, qu'on passe et dont on a très peu conscience dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Euh, En tout cas, c'est une volonté aujourd'hui individuelle de vraiment venir se reconnecter à ça. Et moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Je me dis souvent, mais quelle chance j'ai d'être une femme. J'aimais pas ça du tout quand j'étais plus jeune. Mais quelle chance j'ai aujourd'hui d'être une femme parce que je vois bien à quel point tout ça, c'est un rite initiatique, c'est un processus de guérison sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, de reconnexion à soi. Et en amour depuis ce qu'on est là dans la chair, quoi. Dans ce corps, dans la réalité, parce qu'on le vit dans la réalité, dans notre corps, hein. Tout ça, que ça soit la ménopause, l'enfantement, Ouais. c'est vraiment des portails de connexion. Donc oui, c'est précieux. Et merci à toi de proposer ça, parce qu'aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Vraiment, vraiment besoin. It's happening. Mhm. Ça arrive, là. C'est là, on se rend bien compte que le système, il est défaillant, tu sais. Mhm. Une césarienne, l'épidurale, ça peut être extraordinaire quand on en a réellement besoin, mais ce n'est pas que les seules choses à, à, tu sais, à prendre toute la place, là. Je veux dire, c'est des outils, puis je pense qu'on a vraiment perdu cet aspect sacré. Tu sais, on a brûlé les sorcières, là, pendant combien d'années, de générations, tu sais, c'est comme, c'est, ça n'a pas de sens, puis on les brûle encore aujourd'hui, là, d'une autre façon, tu sais, qui est peut-être plus, qui est peut-être moins, comment dire, qui est peut-être plus abstraite, mais qui est tout aussi réelle et qui le fait, tu sais. Puis, fait que comment est-ce que on réclame ces sagesses ancestrales, ces rites oubliés, en dansant avec tous les bienfaits que la science peut nous apporter quand on a besoin d'elle, tu sais. Et on est là, ça fait partie de notre temps, c'est la quatrième vague du féminisme. On est sur cette vague-là, tu sais. Il y a eu les 3 vagues avant nous, mais nous, on fait partie des actrices de cette quatrième vague grâce à l'art virtuel et tout ça. Puis, qu'est-ce qu'on va en faire? Mhm. Puis, c'est beau, là. C'est une grande...
un grand honneur de faire partie de ça. J'ai adoré derrière toi les femmes qu'on voit accrochées au mur là dans des positions d'enfantement. Et puis il y a un clitoris aussi sur le miroir. Et le petit berceau. Ah, et le Oui. serpent aussi, ah, j'avais pas vu. Ouais. Ouais. Ouais, le serpent, c'est important. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on clôture, Karine? Hmm. J'ai envie de dire We are one. Et je trouve ça tellement beau que tu sois médecin, puis que tu sais, tu m'as invité, moi qui est une sage-femme, puis c'est vraiment, tu sais, on nous a, en tout cas moi, on m'a vraiment programmé à voir les médecins comme des dieux, tu sais, à même avoir peur des médecins, à croire ce que tous les médecins disent, tout ça. Puis, tu sais, même quand j'étais dans ma formation de sage-femme, tu sais, il y avait aussi cette espèce d'aura de, ah, le médecin il est supérieur à nous, tu sais. Puis, moi, j'ai vraiment eu un moment où, à force justement de voir, tu sais, des médecins qui sont pas cool, violenter des femmes, traumatiser des femmes, parce qu'il y en a, là, pour vrai. Mm. OK. Ben, il y a un moment donné où tout ça s'est effondré, puis je me suis dit, non, non, on est toutes égales. Mm. Puis eux, s'ils agissent comme ça, c'est parce qu'ils sont dans ce paradigme-là. Fait que comment on peut travailler tout le monde ensemble? Puis, tu sais, les femmes aussi, là, les femmes, tu sais, on est toutes égales. La sage-femme, le médecin n'est pas en haut des femmes. On Mm. est toutes égales. We are one. On travaille ensemble. Puis, tu sais, les médecins, on a fait nos études de médecin, sage-femme de sage-femme. Fait qu'on a bien sûr nos spécialités, mais comment, en mettant l'ego, tu sais, vraiment plus dans le siège du copilote et notre spirit d'humain dans le siège du conducteur, tu sais, comment on peut tout ensemble créer un monde où il fait bon Mm. naître puis enfanter. C'est en tout le monde ensemble. We are one. Ouais. Ouais. Je finirai Merci, avec ça. Karine. Ok. Merci, Karine. Un grand merci pour ta présence, Ciao. pour ton travail.